peut vraiment atteindre ses objectifs. Moi, aujourd'hui, LinkedIn a changé mon business, vraiment. Et c'est grâce à la stratégie et à la persévérance. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Bah écoute, super, c'est très très cool de t'avoir, ça fait un petit bout de temps qu'on en parlait. C'est vrai, moi aussi, je suis très contente d'être là. On t'a chez nous. Oui. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais? Parce que même si tu es très très visible sur LinkedIn, je pense qu'un petit rappel. Avec plaisir. Alors, je suis consultante en stratégie de communication spécialisée sur LinkedIn. Et donc, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs, solopreneurs, à atteindre leurs objectifs, toucher leurs cibles grâce à la communication. Ok, donc si on résume, tu les accompagnes sur leur stratégie de communication et s'il y a des réseaux sociaux, tu vas mettre en place les systèmes ou les conseiller sur comment les utiliser. Exactement, l'idée c'est d'avoir une com qui soit stratégique, de ne pas se lancer dans la communication un peu à l'aveugle, parce que moi je dis souvent que communiquer sans stratégie c'est comme faire coucou dans le noir, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu communiques, mais en fait, tu sais pas trop quels objectifs tu veux atteindre, quelle cible tu veux toucher. Et la stratégie, elle permet vraiment de poser les fondations avant de communiquer pour avoir une com qui soit vraiment impactante. Ouais, j'ai l'impression que tu as à peu près les mêmes briefs que nous. On veut faire une vidéo. Ouais, c'est très bien. Mais pourquoi et à qui? Et alors là, tu commences à rentrer dans les méandres. Pour situer un petit peu tes périmètres d'action, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle typologie de clients tu travailles et sur quel levier de transformation et de communication tu les accompagnes? Oui, alors moi j'accompagne autant bien les solopreneurs que les TPE, que les startups, avec plusieurs offres. Je fais de la stratégie de com globale, donc là c'est vraiment globalement quel plan d'action on va pouvoir mettre en place en communication pour atteindre les objectifs et pour toucher les cibles qu'on aura définies. Ensuite la stratégie LinkedIn. Puisque là c'est mon expertise du coup sur le digital, et je propose également des séances de consulting, et donc là l'idée c'est plus de dire pour des personnes qui ont, parce qu'on a tous des questions dans notre com, et en fait aujourd'hui si on n'a pas de service com en interne, si on n'a pas de pote qui fait de la com, en fait à qui tu poses tes questions sur ta communication? Et moi je me suis rendu compte que j'étais très souvent sollicitée, notamment sur LinkedIn, pour des questions. Qu'est-ce que tu penses de mon profil? Qu'est-ce que tu penses de mon logo? Tu vois, il y a même des personnes qui m'envoyaient leur carrousel avant de les publier pour avoir mon avis. Et là je me suis dit, mais en fait il y a un truc à faire, les gens ont besoin de conseils en communication, sans forcément avoir besoin d'une strate globale, tu vois, ça dépend des besoins. Donc là l'idée des séances de consulting, c'est de dire, si tu as une question, une problématique, on s'appelle, on passe une heure ensemble et je débloque tout ça avec toi. Du coup, tu accompagnes les entreprises sur toute leur typologie, et je suppose tous les niveaux de maturité, la personne qui est en train de créer sa boîte et qui doit démarrer, à la personne qui commence à avoir un chantier monstrueux et qui ne sait plus comment avancer dessus. Ouais, complètement. Ça dépend vraiment de à quel moment la com intervient dans la boîte. Tu vois, il y en a pour qui se posent la question avant de se lancer, qui anticipent, qui veulent construire leur communication avant de lancer la boîte. Donc là, on est vraiment au tout début. Il y en a d'autres pour qui c'est plus dans des phases où ils stagnent un peu et ils se rendent compte qu'ils vont avoir besoin de la communication pour passer au stade supérieur. Il y en a d'autres pour qui c'est plus en décollage. Et là, ils ont besoin de communiquer parce que ça avance vite. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut se construire une image et une image de marque avant que ça prenne encore plus d'ampleur. Donc en vrai, peu importe le stade de maturité de la boîte, la com a son intérêt. Ok. Et du coup, les réseaux sociaux, de façon générale, quand on a sa boîte, on se dit ok, il faut que j'y aille. Donc on le prend un peu comme une obligation, et très souvent c'est là que les erreurs arrivent, puisque comme tu t'obliges à aller sur LinkedIn, sur Instagram, souvent tu n'as pas forcément le temps, tu n'es pas structuré, donc tu vas faire un contenu qui n'est pas vraiment spécifique à ce support, tu t'es pas vraiment trop concentré dessus, et en plus tu le publies sur les deux, finalement ça devient une cata. Donc toi, ta vision des réseaux sociaux, à quel moment ils doivent intervenir, et est-ce que c'est une obligation immédiate d'aller sur tous les réseaux? Carrément pas. Et c'est là justement pour moi l'intérêt de la stratégie. Parce qu'en fait la stratégie elle nous permet de définir nos objectifs, de définir nos cibles, d'apprendre à bien les connaître, et c'est seulement à ce moment-là qu'on sait où est-ce qu'on va pouvoir agir de manière pertinente. Si ta cible elle n'est pas sur Instagram, ça sert à rien d'aller s'épuiser sur Instagram.
Donc c'est important de bien connaître sa cible pour savoir où est-ce qu'elle se trouve et du coup où est-ce que tu vas aller la chercher. Et moi je suis d'avis de dire qu'il vaut mieux être très bon sur un réseau que moyen partout. Et en termes de ressources, on oublie souvent, mais les réseaux, c'est quand même très chronophage, c'est très énergivore, ça demande du temps. On s'en rend compte souvent quand on s'y met et qu'on se lance sur 2-3 réseaux à la fois. On en parlait tout à l'heure. Qu'on se lance sur 2-3 réseaux à la fois, on se dit ah ouais, mais en fait, c'est du taf. Souvent, on s'en rend pas compte avant parce qu'on a l'impression qu'il suffit de faire une jolie photo, un petit texte et de le poster. En fait, non, c'est vraiment de la stratégie pour que ça marche en tout cas et pour trouver sa cible. C'est vraiment de la stratégie pour trouver son public. Donc je pense qu'il vaut mieux être très très bon sur un réseau, se focus sur un réseau et mettre un maximum d'énergie plutôt que de se disperser. En tout cas, si on n'a pas les ressources nécessaires, et souvent quand on se lance sur les réseaux, on n'a pas encore les ressources nécessaires. C'est rare qu'on ait un community manager par réseau social. En général, on est un peu limité en termes de ressources. Donc la strat permet de dire quel est le réseau qui va être le plus pertinent pour la boîte. Ouais, d'ailleurs, je pense que tu auras une expérience qui s'appelle la Linker House, dont tu pourras nous parler un petit peu. Mais de toute façon, on le voit sur tous les influenceurs, quel que soit le réseau d'influence de l'influenceur. Généralement, il se focus sur un réseau, Instagram, TikTok, YouTube, et derrière, il développe les autres. Mais il s'attaque, enfin moi j'en connais pas perso, qui s'est attaqué aux 4 en même temps ou aux 5 en même temps et qui a cartonné partout. Et d'ailleurs on le voit, généralement les réseaux suivants, ils n'arrivent jamais à performer de la même façon puisque l'ADN qu'ils ont a été édifié pour le premier réseau social. Mais je suppose que... Ouais, je suis vraiment d'accord. En fait, je pense que surtout au début, quand on communique sur Internet, sur les réseaux sociaux, on a besoin de tester. De se tester, d'être à l'aise avec le fait de prendre la parole, de voir, vraiment de trouver son public. C'est plus facile de le faire sur un réseau parce qu'en plus, chaque réseau a ses codes. Donc c'est hyper compliqué de tout comprendre du premier coup. On va pas du tout communiquer pareil sur TikTok, sur Insta que sur LinkedIn. Donc c'est quand même plus facile d'appréhender un réseau, de commencer à tester, de se faire une communauté. Et d'ailleurs, souvent, c'est une fois qu'on a créé sa communauté, comme tu dis, on va déployer de l'énergie sur un autre réseau. Et c'est la première communauté qui nous suit, souvent sur le réseau numéro 2, numéro 3, et qui du coup permet aussi de décoller sur les autres réseaux. Mais c'est plus facile de commencer par un, surtout au début quand on est tout seul, quoi. Et du coup, dans ces étapes, à quel moment, quand tu fais la stratégie, déjà, comment est-ce que tu décortiques cette méthode et comment tu les accompagnes ? Comment est-ce qu'on élabore une stratégie ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une stratégie ? Si tu peux nous le dire. Parce que c'est un vaste mot, mais je pense qu'il y a plein de choses que tu mets dedans et tu as plusieurs étapes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toutes ces étapes et du coup, nous dire à quel moment les réseaux sociaux interviennent ? Oui, complètement. Alors, la stratégie, moi, je la vois vraiment comme les fondations solides de la communication. C'est ce qui vient avant le passage à l'action. Quand on passe à l'action trop vite, en fait, souvent, on s'épuise parce qu'on ne fait pas les actions qui sont les plus pertinentes et on n'a pas posé les bases. Donc la stratégie, c'est vraiment poser les bases. Et donc moi, pour accompagner mes clients dans leur stratégie, je commence par comprendre leur business, donc vraiment les tenants et les aboutissants de leur offre, de leur service, de leur activité, de leur positionnement, parce que c'est ça qui va faire derrière qu'on va avoir une stratégie pertinente. Donc on commence vraiment par les fondations du business, par tout mettre à plat. Ensuite, on définit les objectifs qu'ils veulent atteindre grâce à leur com. Donc, par exemple, c'est quoi ? C'est par de la exemple, notoriété, ouais, c'est ça. de Est-ce qu'ils l'acquisition ? veulent de l'acquisition ? Est-ce qu'ils veulent de la notoriété ? Est-ce qu'ils veulent une marque employeur ? Est-ce que l'objectif c'est de recruter ? Est-ce que l'objectif c'est de trouver des clients ? Est-ce que c'est pas de trouver des clients mais d'avoir une image de marque, d'être visible ? Tu vois, que si on les cherche sur les réseaux, ils aient une image qui soit propre, qui soit professionnelle. À l'inverse, est-ce que c'est d'en faire un canal d'acquisition principal ? Donc là, on ne va pas chercher les mêmes actions selon les objectifs qu'on veut atteindre. Et on peut atteindre pas mal d'objectifs différents avec la com. Donc on définit les objectifs. Une fois que les objectifs sont clairs, on travaille sur les cibles. Pareil, on ne va pas faire les mêmes actions selon les cibles qu'on a envie de toucher, puisqu'elles ne sont pas toutes au même endroit. Donc on définit les cibles prioritaires. C'est celles qu'on va vouloir vraiment, les premières cibles qu'on a besoin de toucher. Les cibles secondaires, parce qu'il y a toujours des personnes, on va toujours avoir des audiences qu'on va réussir à toucher qui ne sont pas le cœur de cible, mais qui sont quand même intéressantes. Et on apprend à les connaître. Sa cible, il ne suffit pas de dire « je sais que c'est les entreprises ». C'est vraiment, on apprend à les connaître. Quelle typologie. Surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre quels sont leurs pain points. Donc vraiment, les points de douleur de ta cible, parce que c'est sur ces sujets-là qu'on va apporter de la valeur et c'est ce qui fait qu'on va réussir
à les toucher en leur apportant de la valeur, en les aidant à résoudre leurs problématiques. Donc pour ça, il faut avoir compris leurs problématiques. Ouais, ça me fait penser à un point d'ailleurs, parce que là en ce moment, on a un client avec qui on est en train de développer la future campagne pour la rentrée, pour de l'acquisition. Et il me dit, oui, voilà, moi je veux développer ce portefeuille client. Donc il me donne un portefeuille. Je dis, mais écoute, en fait là, tu t'adresses à une cible qui est tellement sursollicitée, qui est quasiment impossible à contacter, que l'énergie et le budget que tu vas mettre dedans, bah en fait, en coût d'acquisition, quand tu prends ce coût d'acquisition et que tu le déduis de ton panier moyen de cette cible-là, c'est plus du tout rentable. Moi, je te conseille plutôt d'aller, et je lui donne une autre cible qui a un plus petit panier moyen, par contre qui a une énorme demande sur son service, mais lui, il ne le traite pas trop parce que bah, du coup, c'est un panier qui est moins intéressant que l'autre. Je lui dis, tu vois, ceux-là, bah, en fait, ils vont être super faciles à ramener en leads et ils vont te coûter que dalle. Et finalement, tu feras beaucoup plus de chiffre d'affaires derrière. Et en fait, du coup, on a complètement revu la copie de la strat de rentrée. Et c'est vrai que ça, ce que tu dis, c'est vraiment mais essentiel, c'est de se dire, ok, à qui je m'adresse? Parce que tu peux pas t'adresser à tous tes clients de la même façon. Donc, Ouais. où est le ciblage? Complètement. Je dis souvent, en fait, parler à tout le monde, c'est finalement parler à personne parce que personne va se reconnaître. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'être hyper niché. Tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une cible très, très nichée. Par contre, c'est important de bien connaître toutes les typologies si on a une cible un peu large parce qu'on ne va pas avoir nécessairement les mêmes messages de com selon les différentes typologies dans la cible. Ouais, tu vas pas mettre en plus le même budget d'acquisition, quoi. Si ton client il te rapporte 100, tu vas pas les mettre 200 sur ton canal d'acquisition pour le récupérer. Bah, complètement. Et puis du coup, l'intérêt, c'est que tu vas voir en connaissant vraiment bien ta cible et ses différentes typologies sur quels canaux de com tu vas aller. Et donc là, c'est après l'étape d'après. Une fois qu'on connaît, qu'on a bien les tenants, les aboutissants du business, qu'on sait les objectifs qu'on veut atteindre avec la com, qu'on connaît bien les cibles, on travaille sur l'identité de l'entreprise. Okay. Donc soit sur le personal branding si on est sur un solopreneur ou pas que, parce que quand même il y a beaucoup de boîtes et ça a de plus en plus d'intérêt où c'est le dirigeant qui prend la parole. Toutes les startups voilà. américaines. Ouais, les startups c'est ça et ça permet vraiment pour le coup d'humaniser, de personnaliser la communication parce qu'on s'attache plus à l'humain qu'à l'entreprise. Donc quand c'est un humain qui prend la parole au nom de la boîte, on s'y attache beaucoup plus. La boîte, ça reste juste une entité en fait. Donc on travaille le personal branding soit du dirigeant, soit du solopreneur, soit l'identité de la marque. Et donc là, y a tout un travail quand on est sur le personal branding. Moi, je commence par un travail un peu d'introspection. Okay. Parce qu'en fait, c'est pas facile. Enfin, souvent, on se dit, on se connaît. Soi-même en tant que personne, on se connaît, donc je vais juste communiquer comme je suis et ça va être fluide. En fait, non. On se rend compte que c'est pas entre être qui on est et réussir à le retranscrire dans sa communication, c'est pas si facile. Donc c'est important de bien poser noir sur blanc. Si t'es un tantinet soit peu normal, tu vas te dévaluer parce que tu veux pas être trop prétentieux. C'est ça. Et généralement, t'arrives à la cata. Je parle en connaissance de cause sur certaines choses, mais t'arrives que t'es trop lisse. En fait, que tu montres rien. Parce que comme tu sais pas trop, tu vois ce que tu as envie. Tu t'es pas posé la question de qu'est-ce que tu as envie de montrer dans ta communication. Parce qu'on montre pas tout non plus, tu vois, de sa personnalité. Donc, c'est hyper important de se poser des questions sur quelles sont les valeurs que j'ai envie de véhiculer, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de ma personnalité, qui je suis. Moi, je pose souvent la question, qu'est-ce que tes proches pensent de toi ? Et en fait, ça permet de savoir, d'avoir un regard extérieur, tu vois, mais de personnes qui sont proches. Et souvent, ce que tes proches disent de toi, c'est un peu ce que t'es et que toi, t'oses pas dire. Et c'est ça qu'il va falloir montrer, en fait. Je pense qu'ils choisissent 2 émoticônes. Le petit gars qui est derrière son ordinateur et juste à côté, tu sais, le smiley qui pleure de rire. C'est vraiment, moi, bosser pour me faire chier, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'essaie de plus en plus dans les posts, tu vois, de retranscrire ça parce que bon, après, l'équipe valide plus ou moins les blagues que je fais, mais on passe quand même la plupart de nos journées à raconter des conneries, tu vois, à se marrer, etc. C'est essentiel. Et c'est vrai que ça, il faut qu'on le retrouve dans les posts LinkedIn. En fait, il y a beaucoup... En plus, tu vas même pas être content avec le client qui vient, avec qui ça va pas matcher si t'as pas la même personnalité. Mais carrément. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore ce truc de se dire, on est des boîtes, on est des pros, donc on doit être pro. Donc on doit être corporate et du coup qu'il faut une com qui est très très lisse. Et en fait ça marche pas sur les réseaux. Ça marche pas. Une com corporate, ça marche sur une plaquette. C'est que ça tu marche. Une boîte, il y a 20 ans, ils se mettaient des cartouches pas possibles, ils faisaient la fête tout le temps, ils avaient des séminaires.
Et puis on est revenu dans un cycle très sérieux. Il y a eu les réseaux sociaux, fallait être très pro. Et là, on revient 30 ans en arrière. Complètement. Et Ce qu'on veut, c'est l'authenticité, vraiment. L'authenticité. Et ce qui marche le mieux sur les réseaux, c'est le personal branding, parce que ça permet d'humaniser la com et de voir les humains qu'il y a derrière l'entreprise, et les coulisses. Les coulisses, vraiment l'humain, en fait, voilà, on revient à l'humain, à l'authenticité, et donc pour ça, il faut travailler l'identité de la boîte pour vraiment voir ce qu'on a envie de retranscrire. Après avoir bossé sur l'identité, dans la stratégie, on travaille sur la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait. Donc le ton, par exemple. C'est ça, le ton, le wording, donc tous les mots qu'on utilise, tout le champ lexical qu'on utilise, qui est hyper important pour toucher sa cible. Parce que la cible, il y a des mots auxquels elle va être, qui vont la toucher, d'autres moins. Donc surtout dans certains secteurs, c'est hyper important de se dire on utilise ce mot et pas celui-ci. Là, je vais te donner un exemple je vois très très bien. On a un client qu'on accompagne dans le médical qui fait plein de produits paramédicaux et ils nous disent putain Vincent, la strat qu'on a mis en place l'année dernière, tous ceux qui tombent dessus, ils adorent, le film est magnifique. Par contre, on a un problème avec le canal d'acquisition sur la recherche de mots-clés. Moi, c'est pas mon domaine d'expertise, mais balancez le truc, je vais vous donner mon avis. Et je regarde les mots-clés, je fais, mais à quel moment tu connais le nom précis de ta maladie quand tu cherches sur Internet ? Le mec va taper mal de dos ou entorse, mais il va pas taper lombalgie interne. Je fais, mais en fait, vous avez des mecs qui tapent dans un moteur de recherche des mots et vous en mettez d'autres et ça matche pas. Et en fait, c'est vrai que des fois, tu dois prendre pour recul, oublier un petit peu ton expertise et te mettre dans la tête des personnes en disant ok, quel mot le mec qui ne connaît rien à mon métier, il utiliserait. Et c'est là où tu retrouves les trucs. Donc je pensais pas que tu mettais ça dans une strat de com. Et c'est aussi tout l'intérêt de se faire accompagner dans sa stratégie. C'est parce que du coup, tu as quelqu'un qui est spécialisé en com, mais qui n'est pas spécialisé dans ton secteur. Tu vois. Moi, on est déjà venu me voir en me disant, par exemple, j'ai une boîte dans le médico-social. Est-ce que vous êtes expert du médico-social ? Non, mais en vrai, mais tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, ça va forcer l'entreprise à vulgariser. Et moi, je vais avoir le regard de sa cible. Tu vois, donc c'est tout l'intérêt de se faire accompagner, parce qu'en tant qu'expert, on a tous un peu la tête dans le guidon et on oublie qu'on parle un jargon. On oublie que notre cible, elle n'a pas la même expertise et que l'intérêt, c'est quand même communiquer. On ne communique pas pour soi, on communique pour sa cible. Et puis en plus, si tu commences à aller sur des choses qui sont trop expertes dans ta com, tu vas tomber sur d'autres experts qui seront encore plus compliqués à transformer. Alors que si tu vulgarises, tu tombes sur des gens qui ont vraiment besoin d'un accompagnement et que tu peux aider beaucoup plus simplement. Complètement. Et quand tu es trop expert, en général, tu touches que tes pairs. Tu touches que les gens qui font la même chose que toi parce qu'ils se reconnaissent. Mais tu touches pas ta cible parce qu'elle, elle capte rien à ce que tu racontes. Et c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, l'étape suivante L'étape suivante, donc dans la ligne édito, on a donc le ton, le wording, on a le style, voilà, le ton, tu vois, ça c'est important, le ton, d'en parler un peu plus de la com, parce que souvent il y a pas mal de choses, et c'est bien de placer le curseur. Avec ta cible ? En fait, c'est les deux. Moi je dis que le match parfait, c'est l'adéquation entre ton personal branding ou l'identité de ta boîte et ta cible. Et le match parfait, c'est le combo des deux. Il faut que ta cible, elle se reconnaisse, que ça la touche, que ça l'attire, puisque c'est à elle que tu veux parler, mais il faut quand même que ça te ressemble, parce que c'est ce qui fait que ce soit authentique, parce que c'est ce qui fait que tu vas te démarquer. Tu vois, donc est-ce qu'on a une communication qui est plutôt corporate, qui est plutôt pro, pédagogique, informative, ou est-ce qu'on est plutôt léger, humoristique, second degré, ironique ? C'est quoi le curseur ? Parce que entre être humoristique, il y a plusieurs façons de l'être. Puis l'humour, c'est casse-gueule. L'humour, ça peut être casse-gueule. Le second degré aussi, tu vois. Donc, c'est bien de placer le curseur. Et ce qui est hyper important, c'est la cohérence. Et c'est là qu'on définit... c'est pour ça que la ligne édito, elle est primordiale. Parce que surtout après, quand on va aller sur plusieurs canaux de diffusion, sur plusieurs actions de com, il faut la ligne édito, c'est le fil conducteur entre tout ça. Il faut qu'on reconnaisse la boîte, que ce soit sur ses réseaux, sur son site internet, sur ses supports papier, quand elle va pitcher à un événement. Il faut qu'on la reconnaisse dans toute sa communication. Donc, la ligne édito, elle est primordiale, c'est le fil conducteur de toute la com. Et donc du coup, par rapport à ce que tu dis, il y a une question qui revient souvent et tu vas me donner ta réponse, ta vision. LinkedIn, on parle de personal branding, donc tu parles en ta personne. Tu vois ton client, puisque le secteur d'activité vaut que tu le vois, ça se passe comme ça. Je te prends par exemple le médical, les banques, l'assurance. Tu te retrouves du coup confronté à devoir dire nous et vous
dans un post sur un réseau social qui attend du je et tu. Comment tu solutionnes ce problème? Moi, je prône le tutoiement. Ok. Parce que je pars du principe, et alors après, attention, ça dépend toujours de son secteur, de l'image qu'on veut véhiculer, ça dépend de sa cible. Si ta cible se froisse quand tu tutoies dans un post, il vaut mieux pas y aller. Tu peux avoir les usages aussi, tu prends par exemple les avocats ou les banques et assurances, je te dis, c'est du vouvoiement systématique quand tu es en public. Par contre, en off, on se tutoie. Bon, bref. Mais, et du coup, c'est vrai que quand tu conseilles ces boîtes-là sur la prise de parole, notamment le cas concret qu'on a, c'est ces sociétés qui s'adressent aux jeunes pour les recrutements, là, des alternants, et qui me disent putain, c'est compliqué, on n'arrive pas à les faire venir. Je dis bah ouais, en même temps, vous voyez, c'est pas trop la tendance actuelle. Et donc, tu te retrouves dans des espèces de frictions de communication. Donc, toi, tu dirais quand même? Moi, je dirais alors, comme je te dis, pas dans tous les cas. Et c'est vraiment la strate qui nous permet de voir, tu vois, selon l'image qu'on a envie de véhiculer et la cible qu'on a envie de toucher, c'est quand même important d'être en adéquation. Mais en règle générale, quand on est lecteur, qu'on est l'audience sur les réseaux, on se sent, à mon sens, davantage plus proche quand on nous parle à nous, parce que le tu, on nous parle à nous, alors que le vous, c'est pas forcément le vouvoiement de politesse, c'est aussi le vous de la masse. Ouais, de distance. Donc tu parles à tout le monde. Du coup, moi je me sens moins concernée en tant que personne quand j'ai l'impression que mon interlocuteur parle à tout le monde. Par contre, quand il me dit tu, je sens qu'il me parle à moi, donc je le lis pas de la même manière. Et j'ai souvent des clients qui me disent oui, mais moi je tutoie pas mes prospects, je tutoie pas mes clients, donc c'est bizarre. Moi je tutoie pas tous mes clients, mais en fait c'est ma com, c'est mes posts. Ça veut pas dire que derrière je peux pas vous voyer mes prospects quand on se contacte en fait. Mais ça participe à l'image que moi j'ai envie de véhiculer. Derrière, si j'ai un prospect qui m'appelle, je vais pas nécessairement le tutoyer. Ouais, c'est un peu comme les posts LinkedIn. Moi, j'ai plus tard qu'hier un pote qui m'a envoyé un petit. Je dis, c'est mon premier post LinkedIn. Le premier truc que je lui dis, je fais tout. Tu sais, c'est pas vraiment moi qui vais te donner des conseils, mais. Et je dis, dégage-le nous. Dégage-le nous, tu mets je. Parce qu'en fait, c'est ton profil perso qui est en train de le diffuser, c'est pas ta boîte. Et c'est vrai que quand tu écoutes la phrase qui est nous pensons que, nous c'est qui putain? T'as aucune idée de qui est derrière. Alors quand tu dis je pense que, ou je sais que, ou j'ai fait ça, tu sais que c'est toi, ton expertise en direct, ton expérience, et tu nous parles. Et donc on va avoir beaucoup plus confiance en ce que tu dis. Après on partage ton avis ou on ne partage pas. Mais en tout cas, il y a une prise de position et un rapprochement qui est dans le discours. Donc après, effectivement, ça dépend des usages, mais donc toi, tu conseilles le tutoiement et le jeu pour rapprocher du discours. Oui, en tout cas, je conseille de vraiment personnaliser la communication, surtout du coup sur LinkedIn. On prend la parole sur nos profils perso. Donc on prend la parole pour parler de nos boîtes, si on est sur LinkedIn pour le business. On prend la parole pour parler de nos entreprises, mais on prend la parole en notre nom à nous. Donc dans une boîte, il peut y avoir plusieurs personnes qui prennent la parole au nom de la boîte. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une ligne édito qui soit commune. Okay. Parce que quand même, tu vois, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et ensuite, d'avoir des spécificités pour chacun. Tu vois, mais moi, je dis souvent à mes clients, tu vois, j'accompagne des entreprises, je les forme pour se lancer sur LinkedIn. Et il y a une dizaine de personnes pour une même boîte qui vont prendre la parole. Incroyable, c'est stylé ça. C'est stylé, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que à quel point on travaille notre personal branding, à quel point on se met en avant en tant qu'individu, alors qu'on parle de notre boîte. Tu vois, c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir une ligne de fond qui est commune à tous et que sur la prise de parole et le ton, ce soit spécifique à chacun. On est d'accord, mais très important. On est d'accord et très important quand même de se mettre d'accord sur les différentes thématiques que chacun va aborder à titre perso. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai formé une boîte dans le médico-social justement et ils sont plusieurs à prendre la parole sur LinkedIn. C'est bien chiant en plus. C'est un peu touchy. Et justement, il y en a un des deux associés qui dans ses posts à lui, abordait des sujets un peu touchy pour le médico-social. L'autre associé trouvait que c'était un peu dangereux, c'était un peu borderline, qu'il valait mieux pas, tu vois. Donc je pense que même quand on parle de soi, quand on prend la parole en son nom, si ça reste au nom de la boîte et qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, moi je suis toute seule.
Donc il n'y a personne qui va me dire Mélissa, là, le sujet que tu as abordé, moi je suis pas trop chaud. Il n'y a personne. Donc écoute, c'est voilà, tranquille, freestyle. Par contre, quand tu es plusieurs, je pense que c'est quand même important de se mettre d'accord sur les thématiques, tu vois. C'est-à-dire que si toi tu as décidé de parler, par exemple, de ton bord politique, de ton avis politique, alors que l'équipe pense qu'il vaut mieux pas aborder ce sujet-là, faut pas oublier que tu prends la parole au nom de ta boîte. Je ne citerai pas le client. On n'a pas fait le devis, mais en gros, société dans un domaine un peu vieille école, on va dire, qui nous demande une vidéo. Et le brief, c'est: je veux une danseuse en tutu qui se balade dans nos showrooms et qui danse sur le mobilier, sur les canapés et tout. Je fais pardon, et vous voulez diffuser ça où? Sur LinkedIn? Genre, bah, très bien, si vous voulez des réflexions misogynes, etc. Mais allez-y, hein, vous allez fusiller toute votre boîte. Mais non, mais je comprends pas. Je fais, mais alors en fait, là, on est dans vos a priori personnels. Moi, je vous dis en tant qu'expertise que, si ça s'est fait, c'était déjà de mauvais goût à l'époque. Mais alors aujourd'hui, si vous allez là-dessus, vous allez vous faire éclater. Et il est resté bloqué sur sa position. Et t'es là, tu fais, ben non, en fait, il faut s'ouvrir aussi au fait qu'il n'y a pas de hiérarchie sur LinkedIn. Donc tout le monde peut prendre la parole et tout le monde pourra aussi commenter. Donc à partir du moment où tu parles là-dessus, effectivement, il faut que tu choisisses vachement tes sujets parce que une fois que c'est lancé, la personne, oui, elle parle. Hein. Et moi, je dis tout le temps à mes clients, gardez en tête que dans votre prise de parole, que dans votre communication, il n'y a rien qui est anodin. Rien. Tous les sujets que tu vas aborder, on va les associer à toi. Donc il faut faire gaffe, il faut faire hyper gaffe parce qu'en plus on fait très vite des raccourcis, il suffit qu'on voit un post. Et ça c'est Dorit, tu sais, Dorit Naon, ouais. Qui a eu très justement raison. Elle a eu un commentaire haineux de quelqu'un sur un de ses commentaires. Je te laisserai aller regarder le commentaire. Et il a pris la parole en la défonçant là-dessus. Et t'as Dorit qui très intelligemment a dit, qui a pris le commentaire, qui a dit en taguant la société, est-ce que c'est normal que vos collaborateurs parlent comme ça? Et ouais, parce que le mec prend une prise de position personnelle, mais il est embauché dans une boîte. Derrière, en fait, elle a eu une réponse de l'entreprise qui dit on ne partage pas du tout ce type d'opinion et de prise de parole. Nous allons faire le nécessaire en interne. Mais j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier qu'ils sont sur LinkedIn avec une boîte derrière eux. Parce que les gens sont derrière leur écran. Tu vois, c'est le cas de tous les haters. Ils sont derrière leur écran, ils ont oublié je pense que 99% de ce que disent les haters, ils n'oseraient jamais le dire en face à face. Voilà, ils se feraient péter la gueule quand même, tu vois. Et il faut pas oublier ça. Et moi, je dis tout le temps, ne pas oublier le côté social du réseau social. C'est des gens derrière. C'est des gens qui vous lisent. En plus, il y a rien qui s'oublie sur les réseaux. Ça garde toujours une trace. Et ça va vite d'être blacklisté. Donc, il n'y a rien qui est anodin dans la prise de parole. Hyper important de conscientiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner son avis sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire il faut être conscient de ce qu'on raconte en tant qu'entreprise. Et donc, tu vois, dans la ligne édito, on liste les thématiques qu'on va aborder. On liste les sujets qu'on va aborder. Et il faut que toute la boîte soit OK avec ça. D'ailleurs, au niveau des haters, c'est un truc qui est rigolo parce que souvent, on a peur des haters. Sauf que, est-ce que toi, tu t'es déjà abonné à un haters ? Non. Et je connais personne qui s'abonne aux haters. Donc en fait, le premier truc qu'il faut réfléchir, c'est qu'un haters, déjà, de plus en plus, il perd de followers. Parce que personne aime la haine sur les réseaux. Donc déjà, il perd de plus en plus de visibilité. Et toi, de l'autre côté, la personne, elle va détester la personne qui a critiqué. Donc en fait, les haters, c'est un faux sujet. Ça te nique ton moral personnel, mais il ne faut vraiment pas le prendre comme une référence, parce que de toute façon, au fur et à mesure, ils se font bannir par eux-mêmes de leurs propres décisions. Donc, ouais, et puis il faut garder en tête que ça en dit bien plus sur eux que sur nous. nous. Donc voilà. Puis quand tu as quand tu as des haters qui te font quelque chose de constructif, c'est assez rare. C'est assez rare. Généralement, c'est déconstruit, dénoué de sens. Comme celui que je te disais, la vie qui a été retirée en moins de 2 heures. C'est le truc, tu fais, ça n'a aucun rapport avec la boîte, merci, au revoir. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Tu peux, il y en a certains, il y a plusieurs caravanes qui passent, ils aboient, continue, quoi, voilà. Mais, et du coup, tout ça, tu mets une méthode en place? Parce que je suppose que tu n'arrives pas un matin en disant, voilà ta strat. Non, tu les accompagnes, je les accompagne, il y a plusieurs réunions, on passe du temps ensemble en fait. Donc stratégie... là, admettons, on a fini notre strat. Ouais. On s'est mis d'accord sur cette strat. Qu'est-ce qui se passe après ? La fin de la strat, c'est le plan de com.
La strat, elle se finit par le plan de communication. Donc le plan de communication, c'est concrètement le plan d'action qu'on va mettre en place pour respecter la stratégie. Donc ta strat, c'est on a ces objectifs et on va les atteindre comme ça. C'est ça. Et ton plan de com, c'est les contenus qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs avec un rétro-planning, je présume. Voilà, un rétro-planning, un budget, parce que selon ce qu'on a décidé comme action, on va avoir besoin de certaines ressources. Oui, est-ce qu'on fait de la pub? Est-ce qu'on a besoin... Voilà, exact. Tu fais ton plan de com en fonction de ton budget. Tout à fait, exactement. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir des clients qui font leur plan de com et qui voient le budget après. Et ça, ce serait, je pense qu'on a tous... Eh bien, tu sais que ça arrive, des boîtes, des startups qui lèvent des fonds, qui ont du budget et qui te disent concrètement, d'après toi, qu'est-ce qui serait le plus pertinent, et on mettra le budget en fonction. Donc après, c'est jamais non plus à l'infini, mais il y a des boîtes quand même qui mettent des beaux budgets, surtout en période de lancement, tu vois. Et donc après, on a le plan de com. Et après, vous ne voilez pas la face, hein, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Et en général, non, on construit le plan d'action selon le budget. Ouais, et faut vraiment pas avoir... Moi, j'en ai marre des clients qui disent j'ai un petit budget. Il n'y a pas de petit budget. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà? C'est ton budget. Est-ce que par rapport à tes ambitions et ton objectif, il est suffisant ou pas? Et en fait, des fois, j'ai des clients qui arrivent qui me disent j'ai un petit budget, j'ai 2000 balles pour une vidéo interview. Je dis mais en fait, tu peux en faire deux. Tu vois. Et ça, il faut vraiment arrêter de se dire le budget, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 100 000. Non, c'est qu'est-ce que tu as pour quel objectif? Et nous, en tant que professionnels, on va te trouver la solution qui te permet d'avoir le meilleur ROI et les meilleurs rendus sur ton budget. Et le but, c'est que tu gagnes des sous, parce que s'il gagne des sous, il va revenir pour en gagner plus. Et du coup, on gagne tous les deux. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de donner son budget, et ça fait gagner du temps à tout le monde. Nous, en tant qu'experts, si le budget, effectivement, il ne marchera pas, on va dire ça ne marchera pas, et ça ne sert à rien que lui perde de l'argent et que nous, on perde du temps. Et inversement, il y a plein d'autres choses qui sont vachement positives là-dessus. Donc, excuse-moi de t'avoir encore coupé. Pas de souci. Mais voilà, budget, bref, plan de com, très, très rapproché. Et dans ce plan de com, après, du coup, je suppose que tu choisis les supports et les outils que tu vas utiliser. Oui, c'est ça. Dans le plan de com, c'est là qu'on décide, selon les objectifs qu'on a, selon les cibles qu'on veut atteindre, selon la ligne édito, parce que selon le ton qu'on veut donner à notre com, par exemple, on va pas faire les mêmes actions, tu vois. Y a des réseaux, par exemple, si on parle du digital, qui vont plus se prêter à un ton humoristique, léger, qu'à un ton corporate. Donc, selon ce qu'on veut faire, on va définir ça. Selon le budget, là, on se dit, maintenant qu'on a toutes les fondations, qu'est-ce qu'on fait en termes de communication, tu vois? On sait tout, ce qu'on veut faire, maintenant comment on le met en place. Donc le plan de com, c'est vraiment la concrétisation de la stratégie, c'est ce qui permet de passer à l'action. C'est le plan de com, ensuite c'est le tableau de bord, tu vois, c'est le GPS, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va suivre pour atteindre la stratégie et pour mettre en place la stratégie. Donc là, on définit qu'est-ce qu'on va faire comme action de communication, sur quel réseau on se lance, est-ce qu'on fait des supports papier, qu'est-ce qu'on fait comme format, est-ce qu'on fait de l'écrit, est-ce qu'on fait de la vidéo, est-ce qu'on fait du podcast, voilà, c'est là qu'on décide vraiment tout. Ensuite, on met en place un rétro-planning, parce qu'on ne va pas tout faire à la fois, on ne va pas tout faire en même temps. Donc selon les objectifs prioritaires, selon les cibles prioritaires, on se dit ok, on va commencer par ça. On va voir comment ça prend, et puis on étale les différentes actions dans le temps. Et un plan de com, ça peut être un plan de com sur 1 an, sur 18 mois. Voilà, ça peut être, c'est assez long-termiste en tout cas. Ouais, et puis je suppose qu'il y a une grosse partie aussi de surestimation de ton plan de com, parce que moi je connais des clients qui arrivent et qui disent ouais, on va faire ça. Oui. Alors attendez, on va déjà commencer par le premier. Vous allez vous rendre compte de l'investissement temps que ça demande, puis on verra dans un temps et du coup, ce plan de com, une fois que tu l'as mis en place et que tu as créé les contenus, on a dit qu'on parlait d'un support qui s'appelle LinkedIn. Et du coup, LinkedIn, tu le fais intervenir à quel moment? Et est-ce que tu le fais systématiquement intervenir chez tes clients? Alors, quand on est sur une stratégie de com globale, au moment où on se pose la question sur quel réseau on va aller, là, on peut décider de faire intervenir LinkedIn. Si on est, ce que moi je propose aussi de la stratégie LinkedIn, là, c'est que le client a déjà identifié que son besoin, c'était d'aller sur LinkedIn, et moi, je l'accompagne essentiellement sur LinkedIn, du coup. Donc, majoritairement des boîtes B2B. Majoritairement des boîtes B2B, oui, oui, forcément. Et, ou des solopreneurs, mais voilà, majoritairement une cible B2B, carrément. Ok, et une fois que vous avez identifié LinkedIn, je suppose que tu as plusieurs leviers. Il y a un truc qui cartonne de ouf, c'est les pages entreprises. Non, on adore.
Non, la page entreprise, l'intérêt qu'elle a, c'est un peu d'asseoir la crédibilité de la boîte. Parce que quand tu as une page entreprise, y a certains pour qui ça veut dire que tu es une vraie boîte. En gros, tu vois, c'est un peu comme une carte de visite. Voilà. Si tu sors pas de carte de visite, t'es pas vraiment un pro. Donc c'est juste ça. Il y a des personnes pour qui ça permet d'asseoir un peu la légitimité. L'intérêt, ça peut être aussi, c'est un peu le lieu de rassemblement de tous ceux qui prennent la parole au nom de la boîte. Parce que sur la page entreprise, tu vois tous les employés. Donc tu peux, tu vois, avoir une vision globale de la boîte. En revanche, elle n'est pas du tout mise en avant sur LinkedIn et c'est pas du tout sur la page entreprise qu'il faut créer du contenu. Ouais, parce qu'en plus, LinkedIn ne fait rien pour le mettre en avant. Non, la page entreprise, vraiment, comme je te dis, voilà, c'est un peu le lieu de rassemblement. C'est vraiment pas obligatoire d'en avoir une. Si on en a une, il faut qu'elle soit propre, en revanche. Je vois beaucoup de pages entreprises un peu vides. Et là, du coup, ça donne l'image... ça donne un peu une image négative. Des fois, les choses, il vaut mieux pas les avoir que les avoir, mais mal. Parce que, du coup, ça peut donner une image, tu vois, d'une boîte... qui tourne pas bien ou tu vois qui est pas très qui est pas à jour donc quand il y en a il faut l'alimenter, il faut qu'elle soit propre, etc. Mais par contre c'est vraiment sur les profils perso qu'on crée du contenu sur LinkedIn, c'est les profils qui sont mis en avant par l'algorithme. Et là, qu'est-ce que tu recommandes du coup comme stratégie avec LinkedIn pour une entreprise ? Alors là, la stratégie LinkedIn, un peu comme la strat globale en fait, mais focus LinkedIn, on commence par faire un point sur le business, puisque c'est ça qu'on va vouloir communiquer, sur les objectifs qu'on veut atteindre sur LinkedIn, parce que pareil, on va pas, moi je dis souvent qu'il faut mettre les moyens à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire que si on veut faire de LinkedIn un canal d'acquisition principal, on va pas mettre la même énergie que si on veut juste avoir un peu de visibilité pour potentiellement si on nous cherche sur LinkedIn. Okay. Si on veut que ça devienne vraiment une machine à clients et qu'on veut vraiment générer des leads, on va pas mettre la même énergie. Donc, important de connaître les objectifs, de les quantifier. Tu vois, mes clients me disent, je veux trouver des clients sur LinkedIn. Ok, mais combien par mois t'aimerais trouver de clients sur LinkedIn ? Okay. Ton taux de conversion, il est de combien ? Du coup, combien on va aller chercher de leads pour avoir, si tu veux, 2 clients par mois sur LinkedIn, combien il nous faut de leads qualifiés ? Tu vois, donc on quantifie vraiment smart, les objectifs, pour savoir vraiment ce qu'on va chercher. Pareil pour les cibles. LinkedIn, c'est B2B, donc d'office, on va vouloir toucher les professionnels. Mais qui et quelle personne dans la boîte ? Est-ce que c'est le dirigeant ? Est-ce que c'est les RH ? Est-ce que c'est le responsable com, le responsable marketing ? Tu vois, qui tu veux toucher dans l'entreprise ? Parce que sur LinkedIn, comme chacun prend la parole en son nom, mais pour sa boîte, du coup il est identifié par son métier. Donc pour pouvoir te connecter avec les personnes, il faut que tu connaisses quel métier, quelle typologie tu veux toucher dans la boîte. Une fois qu'on connaît les objectifs, qu'on connaît la cible, on bosse le personal branding, comme pour la strate de com globale, et ensuite la ligne édito, l'identité visuelle, hyper important. Ouais, alors ça justement, il y a une grosse polémique là-dessus qu'on voit passer, où tu vas avoir ton entreprise, ton équipe communication qui va dire il faut que tu fasses la photo d'entreprise et il faut que tu mettes la bannière derrière. Et moi en tant que propre fondateur de ma boîte, tu vois, je prône le oui. Avec recul, je prendrais quand même le oui parce que ça fait partie d'une entité, tu fais partie d'une communauté, tu représentes quelque chose. Et en plus du fait d'avoir cet encapsulage qui est très corporate et professionnel, ça te permet dans tes contenus et le ton par contre de ton profil d'être beaucoup plus personnel. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. Pour moi, ce qui prime, c'est la cohérence. Et surtout, quand on est plusieurs à prendre la parole au nom de sa boîte, c'est puissant d'avoir une identité qui soit commune à tous. Tu vois, moi, je recommande même à mes clients de mettre tous le même emoji. On peut mettre un emoji à côté de son nom. Ouais. Ça, c'est pas mal parce qu'en général, on se souvient plus du visuel que du nom. Et ce dont on se souvient souvent sur LinkedIn, c'est de la couleur. Ouais. Du fond de ta photo de profil. Donc ça, tous ceux qui prennent la parole au nom de la même boîte, moi je leur conseille d'avoir la même bannière, la même couleur de fond. Ils peuvent avoir une photo quand même un peu sympa, tu vois, mais d'avoir le même fond, d'avoir le même emoji à côté de leur nom, d'avoir la même bio. Tu vois, en plus ça te met en valeur parce que la boîte va mettre des moyens pour avoir une jolie photo. Donc... Ouais, et puis si tu prends la parole au nom de ta boîte, ça a plus de poids d'être plusieurs à prendre la parole au nom de l'entreprise et d'être identifié comme une entreprise, alors que si chacun fait un peu à sa sauce, ça perd quand même en cohérence, ça perd en impact. T'avais vu le film 300 ? Non. En fait, à un moment donné, t'as
du coup 2 armées qui se rencontrent et t'as le mec qui en face arrive avec une armée monstrueuse et qui voit juste les Spartiates arriver et qui fait quoi, vous êtes si peu, en agressant tu vois le militaire d'en face, et t'as le militaire d'en face qui lui fait tu sais, on est moins d'hommes, mais je pense qu'on est plus de militaires. Et il demande au gars en face, il fait, toi, quel est ton métier? Potier. Ah, et toi, quel est ton métier? Et en fait, il se retrouve avec une armée, effectivement, qui est monstrueuse, mais où tout le monde est décorrélé. Et de l'autre côté, il se retourne vers sa petite armée et il dit, Spartiate, quel est votre métier? Et là, ils font, aouh, aouh. Et il fait, tu vois, je suis venu avec moins d'hommes que toi, mais ils sont plus puissants. Génial, et là, en cette fait, image. c'est exactement ça. C'est ça. T'as pas besoin d'être énorme. Si par contre, tout le monde est en cohésion et avance dans le même sens, tu as un impact qui est monstrueux. Et d'ailleurs, dans les commentaires, ça, c'est un des trucs que l'algo est en train de mettre en place. Mais quand ta boîte relaye aussi ton propre contenu, commente tes posts, ça Exact. explose. Et quand les collègues se commentent entre eux, ça booste forcément les posts. Donc une fois que le profil est tout nickel avec la bonne identité, ce sur quoi on bosse sur LinkedIn, c'est la création de contenu et là vraiment la stratégie de contenu. Donc moi, une des méthodes que j'utilise, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est le tofu mofu bofu. Donc l'idée, c'est de penser sa création de contenu comme un tunnel de vente. Ouais, ok. Tu vois, donc tofu, c'est top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc en fait, tofu, ça va être les sujets qui sont plutôt grand public, qui vont parler à la majorité de l'audience et qui du coup vont permettre d'atteindre des objectifs de visibilité. Okay. C'est les posts qui vont parler à la majorité pour être visibles. Ensuite, mofu, c'est les posts qui sont plutôt pour tes pairs. Donc soit les autres créateurs de contenu, soit ceux qui font le même métier que toi. Là, l'objectif, c'est d'appartenir à une communauté, de créer un réseau. Par exemple, moi, quand je parle d'entrepreneuriat ou de création de contenu. Et bofu, là c'est donc bottom of the funnel, c'est vraiment les sujets de niche qui touchent ton cœur de cible avec pour objectif de montrer ta crédibilité, de te positionner comme un expert de ton domaine, d'asseoir ta légitimité, de convaincre et donc de vendre. Là, c'est vraiment pour ta cible, pour tes clients, pour tes prospects. Et chaque thématique sert les intérêts de l'autre. Okay. Parce qu'en fait, si tu fais du contenu très très niché, qui est génial pour ta cible, qui lui apporte de la valeur, mais que personne ne la voit, ça sert à rien. À l'inverse, si tu fais toujours que des sujets grand public, tu vas augmenter ton réseau, tu vas faire du reach, tu vas avoir beaucoup de visibilité, mais tu vas jamais convertir parce que ça va jamais parler à ton cœur de cible. Donc c'est important d'avoir une stratégie de contenu qui soit pensée avec ces 3 grands objectifs de visibilité, communauté et conversion. Ouais, donc toi, tu n'es même pas en train de dire je mets LinkedIn dans ma strat, c'est je fais une strat pour LinkedIn. Ah oui, complètement. Okay. Complètement. Et même quand on met LinkedIn dans une strat globale, ensuite il y a une stratégie par réseau. Tu vois, si une boîte décide de se lancer sur plusieurs réseaux, on va faire une stratégie Instagram, une stratégie TikTok, une stratégie LinkedIn, parce qu'on ne va pas du tout faire la même chose sur chacun des réseaux. Et la strat de com globale qu'on aura fait en amont, elle va nous permettre de rester cohérent, ça va rester notre fil conducteur, mais il faut s'adapter. Chaque plateforme a ses codes, l'algorithme de LinkedIn il est bien particulier, il n'est pas du tout comme celui de TikTok par exemple, les formats c'est pareil, donc après très important d'avoir une stratégie par réseau, voilà. Et donc sur LinkedIn, une fois qu'on a décidé, qu'on a classé les différents sujets par tofu, mofu, bofu, ensuite on définit le rythme de publication, la fréquence, ok, on fait quoi, 2 posts par semaine, 6 posts par semaine, 7, on définit ça et ensuite on organise la création de contenu. Et là ça devient du taf parce que c'est bien beau de dire je veux communiquer un post par jour, d'accord, mais si tu t'organises pas, c'est chronophage et la création de contenu, c'est l'inbound marketing en règle générale, c'est un travail sur le long terme. Tu atteindras pas tes objectifs en 2 semaines. Il faut être persévérant. Pour être persévérant, il faut être discipliné et organisé. Donc là, on met en place un calendrier éditorial. C'est vraiment un calendrier mensuel sur lequel on place les différents sujets. Et ensuite, il y a plein de techniques pour optimiser sa création de contenu, pour réussir à tenir le rythme et à tenir sur la durée. Canon. Et toi, si tu devais choisir 5 tips, non, sans rentrer dans les 5 tips, tes conseils, on va rester sur LinkedIn parce que c'est quand même le sujet qu'on avait choisi aujourd'hui, mais c'est quoi tes recos pour quelqu'un qui soit se lance, soit continue et qui veut générer du leads?
Alors, pour moi, pour LinkedIn, pour vraiment faire de LinkedIn une machine à clients, la première règle qu'il faut jamais oublier, c'est que communiquer, c'est pas parler de soi, c'est parler à sa cible d'elle-même. C'est à ta cible qu'il faut que tu parles, tout le temps. Et pour ça, il faut lui apporter de la valeur. Donc il faut garder en tête quel est le problème de ta cible, quel est son point de douleur dans ton expertise, qu'est-ce qui lui pose problème, et lui apporter de la valeur sur ça. Tout le temps. Il faut que toute ta création de contenu, elle tourne autour de « j'apporte de la valeur à ma cible ». Il faut garder en tête que ton audience, elle doit avoir de l'intérêt à te lire. Pourquoi on va te suivre si c'est juste pour que tu parles de toi et que tu fasses ta pub ? Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si tu m'apportes des conseils sur de la vidéo, comment faire une bonne vidéo, comment utiliser de la vidéo dans ma stratégie business, comment on monte une vidéo, comment on cadre, c'est quoi un bon cadrage, là, j'ai de l'intérêt, tu vois. Donc ça, apporter de la valeur à sa cible, c'est vraiment le premier tips. Le deuxième, et il est en cohésion avec ça, c'est de ne pas faire de rétention d'informations. Il y a beaucoup de boîtes qui pensent, beaucoup de pros qui pensent que si elles donnent tout, on va plus avoir besoin de ces services. Alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis tout. Tu vois, je te dis tout. Comment je fais une stratégie de com. Est-ce que pour autant, tu sais faire une stratégie de com ? Est-ce que tu as envie de faire ta stratégie de com ? Est-ce que tu as le temps ? Assurément, après ce podcast, je serai un expert. Voilà, donc, tu vois, on peut tout dire. C'est pas pour ça qu'en face, tes prospects, ils ont envie de le faire, qu'ils savent le faire. Il y a un autre point. C'est comme c'est pas leur cœur de métier, ils vont mettre 5 fois plus de temps que toi pour un résultat qui est pas forcément aussi bon. Et en fait, ça, c'est quantifiable. Et ce matin, on faisait un autre podcast. Je disais, moi, il y a des choses que j'ai abandonnées. Tu vois, par exemple, la comptabilité, ça me fait tellement chier et je suis tellement pas bon que du coup, je prends énormément de temps et en plus, je fais plein de conneries parce que je suis pas concentré. Un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai monté la boîte, c'est dès la première année, j'ai vu que c'était pas possible. Je l'ai externalisé. Et le temps, en fait, que ça m'a dégagé et le bonheur que ça m'a dégagé depuis m'en occuper m'a permis de générer tellement de cash que effectivement je paye les factures mensuelles, mais je génère plus que si je m'en occupais. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux donner toute ton expertise, la personne, elle va tester au départ, elle va essayer de le faire par elle-même, et très vite, elle va se dire « Oh putain, c'est un taf ». Et en plus, elle revient en valorisant encore plus ton travail, parce qu'elle dit oh, « Ce que tu fais quand même, c'est grave bien et efficace ». C'est vrai, complètement. Et pour ça que moi, je dis, voilà, vraiment, pour moi, tips numéro 2, c'est pas de rétention d'informations. On donne tout, on dit tout. Ça permet vraiment de montrer aussi qu'on est un expert de son domaine. Parce que si tu veux faire de la rétention d'informations, tu vas faire quoi ? Tu vas donner des tips bateaux, des conseils bateaux qu'on trouve en tapant sur Google ou qu'on trouve chez n'importe qui. Du coup, tu te positionnes pas vraiment comme un expert de ton sujet. Tu montres pas vraiment ta valeur ajoutée. Alors que si tu donnes tout, on te fait déjà confiance avant même de faire appel à tes services. Et pour moi, c'est ça le pouvoir de la création de contenu, et ça marche quand tu as une bonne stratégie, c'est que tu construis ta légitimité, ta crédibilité, et tes clients, c'est eux qui viennent à toi, et quand ils viennent, ils sont prêts à passer à l'action, ils sont prêts à travailler avec toi, et en fait, ils te font déjà confiance, parce qu'ils te lisent. C'est pas que tu n'as plus rien à prouver, mais quand tu vas leur donner un conseil, tu n'auras pas besoin de prêcher la bonne parole, défendre, expliquer pourquoi. Là, ils sont venus parce qu'ils viennent chercher ton expertise, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off sur les clients. Aujourd'hui, on a la chance, nous, il y a des clients, s'ils ne nous écoutent pas, les prospects, si quand on fait l'échange de brief avant le devis, ils ne nous écoutent pas, on ne les prend même plus. Parce que le but chez First Stage, c'est de faire vraiment de la rétention client et travailler sur le long terme. Et ça, tu peux le faire qu'avec des clients qui te font confiance. Alors après, effectivement, ça veut dire que tu as plus de responsabilités, plus d'enjeux, mais c'est aussi ça qui excite les équipes de ouf, c'est que tu as un objectif qui t'est donné et tu vas plus loin que l'objectif. Tu fais partie de la boutique de chez ton client. Et un client qui aujourd'hui n'écoute pas, il tombera que sur des mauvais prestataires. Parce qu'il va du coup avoir des prestataires qui vont faire de l'exécutif et pas du conseil. Et là, du coup, tu vas droit dans le mur. On est d'accord. Et pour moi, vraiment, le pouvoir et la puissance de la stratégie de contenu, c'est ça. C'est qu'en fait, vous vous positionnez comme un expert de votre domaine. Du coup, votre audience vous suit. Elle consomme votre contenu, elle vous fait confiance, et le jour où elle a besoin de vos services, elle vous fait déjà confiance, et en fait, c'est déjà gagné. Tu vois, moi, je pense 90% de mes prospects, ils me contactent. Déjà, moi, j'ai 100% de mes clients qui viennent de LinkedIn. Aujourd'hui, c'est mon unique canal d'acquisition, 100%. Allez. Et 90% d'entre eux me contactent en me disant « je te suis depuis longtemps, je te lis ». Et aujourd'hui, je savais que le jour où je voudrais faire une strat de com, le jour où j'aurais besoin de me lancer sur LinkedIn, je ferai appel à toi. Aujourd'hui, je suis prêt, on y va.
j'ai pas besoin de convaincre. Parce qu'en fait, chaque publication, c'est une pierre que je mets à l'édifice de mon expertise, de ma légitimité. Donc les personnes, quand elles me contactent, elles sont déjà convaincues de ce que je fais parce que je l'ai montré en fait et parce que je leur ai donné. Donc elles savent déjà, tu vois, elles ont déjà un aperçu de ce que je peux leur apporter. Et après, c'est l'accompagnement, la personnalisation qui fait le plus parce que de toute façon, tout ce que vous allez dire sur les réseaux, ça reste assez généraliste. Une strate de com, c'est personnalisé. Ah, et puis de toute façon, pour en revenir à ce que tu disais, si t'es pas authentique, ça fonctionne pas. Tu as aujourd'hui plein de sociétés, on peut même prendre mes concurrents, j'ai des concurrents qui brillent sur LinkedIn, où en fait, les clients, ils bougent même pas, ils restent chez nous. Parce que, en fait, sous la coquille, par contre, ils sont très bons marketeurs. Et à l'inverse, par contre, si tu fais la combinaison des deux, très beau et très visible sur les réseaux et qu'en plus derrière tu continues avec un accompagnement qui est extraordinaire, bah là t'as toutes les portes qui sont ouvertes. Ouais, carrément, moi ce que j'aime le plus c'est quand on me dit que je suis la même personne en vrai que sur les réseaux. Ça, et là génial. Je me dis ça c'est gagné parce que ça veut dire que j'ai réussi à retranscrire qui je suis dans ma communication. Et j'ai pas construit un personnage. Ouais, et puis tes prospects te correspondent, donc en plus c'est un gros kiff de bosser avec. Mais tout l'intérêt vraiment du personal branding, c'est ça, c'est que du coup tu communiques en étant qui tu es, donc tu attires des personnes qui sont attirées par qui tu es vraiment. Du coup ça match, ça fit, et ça change tout de travailler avec des gens avec qui ça match au quotidien. C'est un gain de temps. Parce que généralement, en plus, tu n'as même pas besoin d'expliquer qui tu es ou quoi que ce soit. C'est à peu près les mêmes valeurs, à peu près la même vision. Donc, tu straight to the point. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la North Star métrique. La métrique phare. On entend souvent, oui, le nombre d'abonnés, c'est pas important. Connerie ou pas connerie ? Ouais, pour moi, connerie. Connerie parce que preuve sociale. En fait, c'est comme tout. Tu vois, on prend souvent l'exemple du restaurant vide. Tu passes dans la rue, tu cherches un resto. Tu as 2 restos côte à côte. Il y en a un qui est plein. Tu vas me parler de... Les gens font la queue. Il y en a un qui est vide. Tu veux pas y aller. Mais où est-ce que tu as envie d'aller entre les deux ? Ouais. Mais tu choisis celui qui est plein. Pourquoi ? Parce que tout le monde a l'air de vouloir y aller. Peut-être que celui d'à côté, il fait de la bouffe, il fait une meilleure bouffe. T'en sais rien. Mais n'empêche qu'il est vide. Il y a une autre comparaison que je prends. 4,5 étoiles, 2000 avis. 5 étoiles, 10 avis. Tu choisis lequel ? 4,5, 2000 avis. Bah oui. Il y a une moins bonne note, mais il y a beaucoup plus de gens qui en ont donné. Donc voilà. Après, tout dépend. Évidemment, il ne faut pas que ce soit la métrique la plus importante. Tu peux avoir un business qui cartonne et pas avoir un nombre d'abonnés qui soit... voilà. Mais quand même, ça reste important. Après, ça dépend également de ce que tu vends. Ouais. Moi, je vends de la stratégie sur LinkedIn. Si j'ai pas d'abonnés sur LinkedIn... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me faire confiance parce que je suis censée m'appliquer à moi ce que je vends aux autres. Donc voilà, ça dépend aussi quand même de ce que tu vends. Mais pour les métriques, ce qui est surtout primordial en fait, c'est de les définir selon les objectifs que tu veux atteindre. Et c'est pour ça que moi je conseille tout le temps d'avoir un objectif derrière chaque post. Ouais. Et là, la méthode Tofu Mofu Bofu, elle est top pour ça parce qu'en fait, tu sais quel post va te permettre d'atteindre quel objectif. Si tu fais un post tofu, l'objectif, c'est la visibilité. Donc, les métriques que tu vas regarder, c'est le reach, c'est les impressions. Si, par exemple, tu fais un post bofu, l'objectif, c'est les leads. Donc là, a priori, tu ne vas pas faire beaucoup de reach parce que ça va parler à ton cœur de cible. Donc, ce qu'il faut, c'est tes messages privés, en fait. Est-ce que derrière, il y a des prospects qui t'ont contacté ou est-ce que tu sens que ça bouge de ce côté-là ? On s'en fout que tu n'aies pas fait de like. Moi, mes posts qui vendent, c'est ceux qui font le moins de reach. Mais parce que forcément, c'est pas les posts qui sont grand public. C'est ça. Donc forcément, en fait. Voilà, par contre, les posts où tu vas raconter ta vie, un peu storytelling, avec un selfie, ils vont faire du reach. Si c'est ça l'objectif derrière, c'est nickel. C'est rarement ceux qui vont te ramener des clients. Donc derrière chaque post, il faut que tu connaisses ton objectif et que tu saches du coup quelle métrique regarder. Et moi, je pense que c'est aussi important de prendre du recul sur les stats, de ne pas être trop focus sur les stats et de les regarder d'un point de vue global. Déjà parce que c'est un travail de longue haleine et parce qu'il faut du temps pour que ça marche. Donc si tu te lances sur LinkedIn et que tu te focuses sur tes stats, ça va te décourager. On a tous commencé par faire 5 likes, hein, tous. Si on s'arrête en se disant « Putain, je fais que 5 likes, ça me gave. Ça fait 1 mois que je fais 5 likes, ça me gave. » Eh ben on arrête. Et d'ailleurs, ceux qui vont loin, c'est juste parce qu'ils ont persévéré. Hein.
Tous ceux qui se sont arrêtés, ils seraient allés loin s'ils avaient persévéré. Donc moi, je dis surtout au début, regarde pas trop tes statistiques. Si ta stratégie, elle est bonne, que tu as les bonnes fondations, vas-y, produis, crée. Et tu analyseras tes stats, ça va le faire. Mais au début, ça sert à rien de regarder tes stats. De toute façon, elles vont être nulles. Ce qu'il faut, c'est les regarder dans quelques temps. Il faut que ce soit en évolution. Que ton nombre d'abonnés, il évolue. Que tes vues, elles évoluent. Voilà, il faut que ça évolue petit à petit. Si tu vois que ça stagne trop longtemps, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si ça régresse, encore moins. Et encore, on est quand même dépendant de l'algorithme de LinkedIn. Et des périodes. Voilà, l'algo, il change très souvent. Là, je prends le mois de mai, j'en parlais. Mais tout le monde a des stats qui se pètent la gueule au mois de mai. Complètement. T'as personne qui est dessus, tout le monde a fait les ponts, les trucs, les machins, t'es pas du tout en mode business. Mais donc du coup, si je dois résumer ce que tu dis, objectif de notoriété, c'est le nombre d'abonnés. Objectif de visibilité, c'est ton reach et le nombre d'impressions. Objectif d'engagement, ça va être tes likes et les repartages. Et objectif de leads, donc générer du business, tes commentaires et tes messages privés. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc vraiment le but c'est de se concentrer là-dessus et en fonction de tes objectifs, réussir à voir par rapport aux métriques que tu auras pris, est-ce que tu réussis ou tu réussis pas. Donc quand on entend la direction qui nous dit je veux plus d'abonnés, demandez-lui s'il veut plus de visibilité ou s'il veut plus de leads et là ce sera beaucoup plus clair tout de suite. Et par rapport du coup à ces petits tips que tu nous as donnés, si on devait finir avec par exemple un dernier tip sur comment s'orienter sur LinkedIn au niveau des sujets, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sur LinkedIn on voit plein de choses, des gens qui prennent la parole sur leur vie personnelle sur LinkedIn, des gens qui parlent de quelque chose de grave et puis ils vont faire 20 000 likes, mais finalement tu vas sur le profil, il n'y a rien derrière et pas de contenu. Après on a des entreprises qui ne font que de la promotion de leurs services. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Est-ce que tout est bon à dire sur LinkedIn? Je l'ai un peu dit, pour moi le gros focus c'est ta cible et son pain point. Tu vois, par exemple, moi, ma cible, c'est les entreprises qui ont besoin de vendre ou de se faire connaître grâce à la communication. Leur pain point, c'est qu'elles ne savent pas comment communiquer. Donc moi, je leur apporte de la valeur sur justement comment communiquer. Je leur dis comment faire de LinkedIn un canal d'acquisition. Je leur dis comment travailler leur personal branding. Tout ce que je t'ai raconté là aujourd'hui, je le dis déjà dans ton beau fou. Sur LinkedIn. Là, je suis déjà dans mon beau fou. Donc en fait, tu prends un petit peu de tofu en disant voilà, moi je suis telle personne. Tu racontes un peu ta vie et ton storytelling pour que tout le monde se reconnaisse. Après, tu fais du mofu en disant voilà, dans mon activité, c'est ça qui se passe. Tu prends des partis pris et des positions. Et en beau fou, là, tu donnes des avis d'expertise et tu présentes tes services. Ouais, c'est ça. Okay. Donc en fait, tu prends un petit peu de... En fait, tu prends un petit peu de tout. Ce qui est important, c'est... Tu prends un petit peu de tout. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise d'être à l'aise sur les trois et d'être à l'aise avec les sujets que tu vas aborder. Tu vois, par exemple, moi, en tofu, je sais ce dont je parle, je sais ce dont je parle pas. Je dis pas tout sur ma vie. Par contre, comme je veux une com qui soit authentique et comme c'est important pour moi d'être... dans ma com comme je suis dans la vie, il y a des choses que je raconte sur LinkedIn. Mais je choisis. Okay. Tu vois, j'ai des clients qui me disent « Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de raconter ma vie. » Mais parler de soi, ça veut pas dire raconter sa vie. Hein. Ouais, tu dis ce que tu as envie de dire, en fait. Tu choisis les sujets que tu as envie d'aborder. Tu peux parler de tes passions, tu peux parler de tes enfants ou pas. Tu vois, il y a des parents qui parlent du fait d'être parents et entrepreneurs. Il y en a d'autres pour qui c'est un sujet qu'ils veulent pas aborder. Tu choisis ce dont tu parles. Par contre, c'est, à mon sens, indispensable d'humaniser ta communication. Parce que si tu parles que de ta boîte, si tu es trop brand-centric, en fait. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Il faut garder en tête qu'on est tous égoïstes. Tous. Quand on lit du contenu, mais quand on lit du contenu, c'est parce qu'il nous apporte quelque chose à nous. C'est pas parce que ça te rend service à toi que je lise ta pub. Il faut que ça m'apporte quelque chose à moi. Donc il faut que je me reconnaisse. S'il te plaît, lis ma pub. Il faut que je me reconnaisse. Tu vois, d'ailleurs, même quand on parle de soi, il faut parler de soi avec un angle qui intéresse la personne. D'où le jeu et le tuer. Soit un retour d'expérience qui peut parler à des gens qui vont se reconnaître, tu vois, apporter la morale d'un truc que tu as vécu. Juste parler de soi pour parler de soi, si ça parle qu'à toi, ça sert à rien en fait. Donc vraiment, pour moi, le plus gros tip, c'est d'être focus sur son audience à tous les sujets. Autant quand tu parles de toi, que quand tu parles de ton aventure d'entrepreneur, que quand tu parles des coulisses de ta boîte, que quand tu parles de ton expertise, et même quand tu vends.
Le meilleur vendeur, c'est celui qui a jamais l'air de vendre, déjà. Et en plus de ça, le meilleur vendeur, c'est celui qui parle. Bah souvent, tes meilleures ventes à la fin d'un déjeuner, c'est putain, on a parlé de tout, mais j'ai complètement zappé de te parler de ça. Et là, généralement, tu peux être sûr que ça part. Mais et par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense avoir la réponse, mais tu vas pouvoir nous éclairer. Donc, sur LinkedIn, est-ce qu'on part sur du contenu organique ou est-ce qu'on part sur du contenu en campagne payante ? Organique, vraiment, sans hésitation. Ça sert à rien de mettre de l'argent dans des campagnes, des ads. J'aurais tendance à dire non, puisque les pages d'entreprise ne sont pas mises en avant. Voilà. Et comme c'est sur des pages d'entreprise que tu fais ton ads, bah, tu payes pour rien. Voilà, tu payes pour rien, et surtout que c'est pas ce qu'on vient chercher sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on vient pas pour consommer de la pub, on vient pour avoir de l'information, et se former et apprendre des choses. Donc, c'est en vous lisant au quotidien, vous allez apporter de la valeur à votre cible, et en fait, c'est ça votre meilleure pub. C'est ça. Puis si tu avais prévu de mettre 2000 € en campagne ads, bah, prends ces 2000 € et mets-les dans de l'accompagnement pour que quelqu'un t'aide à créer tes contenus et avoir des contenus de qualité, plutôt que de créer un contenu à la va-vite qui en plus va te coûter de l'argent, que tu vas sponsoriser pour une page qui est défavorisée par l'algorithme. Donc finalement, tu payes pour te tirer une balle dans le pied. Donc la conclusion de ce podcast, ce serait quoi ? Ce serait de se faire accompagner dans sa stratégie LinkedIn. Ce serait de se faire accompagner parce qu'en fait, quand c'est bien fait, tu vois, ma phrase préférée, c'est dans mon post du jour, c'est ma conclusion préférée, c'est pas magique, c'est stratégique. On peut tous atteindre vraiment des chouettes résultats sur LinkedIn. C'est un réseau qui a un très beau potentiel. Quand on fait les choses stratégiquement et que c'est bien pensé et qu'on n'y va pas la tête dans le guidon à la va-vite, mais vraiment qu'on le fait stratégiquement, on peut vraiment atteindre ses objectifs. Moi, aujourd'hui, LinkedIn a changé mon business, vraiment. Et c'est grâce à la stratégie et à la persévérance. Merci. Avec plaisir.